Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, lundi, vous savez que j'aime bien répondre à vos questions, donc ça va être une vidéo FAQ. Je vais essayer de répondre à 3 de vos questions, en fonction du temps, peut-être 4, 3, 4, on va voir. On va voir. J'attaque directement par une question, je le comptabilise pas en tant que question, mais Alexandre me demande si je me rends au salon du e-commerce cette année, qui est fin septembre, je crois, là, ce mois-ci. Alors non, cette année je m'y rendrai pas. Vous savez que je me suis rendu, ça fait 2 ans je crois que je m'y rends, ou 3 ans, je me rappelle plus. L'année dernière je m'y suis rendu et je vous avais fait une vidéo, j'avais filmé un petit peu pas mal de stands. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc cette année j'ai pas prévu d'y aller. Parce que je devrais me rendre dans un autre salon, un salon qui est propre à ma thématique, il sera en Allemagne. Je crois que c'est fin octobre, je crois. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi. Donc c'est voilà pourquoi je m'y rends pas, et aussi parce que j'y étais l'année dernière et j'estime que je peux m'y rendre une fois tous les 2 ans. C'est pas très grave. Par contre, si jamais vous n'avez jamais fait ce type de salon, ce style de salon, je vous encourage à le faire parce que ça vous comment dire, immerge dans votre thématique du e-commerce. Vous allez voir des gros e-commerçants qui vont vous expliquer des méthodes. Si vraiment pour vous le e-commerce ça tourne qu'autour de YouTube, je vous assure que dans la vraie vie il y a, il y a des vrais prestataires, il n'y a pas que le dropshipping, donc ça peut être intéressant pour vous de vous y rendre et voir qu'il y a des gros faiseurs. Ça te booste toujours, voilà, moi je dis que ça booste toujours. Alors si vous êtes très loin et que vous n'avez pas de budget, c'est sûr, c'est quand même un budget de monter à Paris, faut à peu près compter. Bon, moi quand je suis monté l'année dernière, ouais, c'est entre 1000 et 2000 euros. Entre le trajet, les restaurants, si vous montez à plusieurs ou pas, voilà, etc. Donc c'est un budget. Donc si vous avez un petit budget, n'y allez pas. Par contre, si vous êtes proche de Paris ou que vous avez un budget, que votre business y tourne, vraiment, allez-y au moins une fois dans votre vie d'e-commerçant, c'est toujours intéressant. Voilà, donc je m'étends pas plus sur cette question. Et j'enchaîne avec une autre question d'Alexandre encore. Alexandre, alors il m'a écrit un long mail, donc je vais essayer de synthétiser tout ça. Mais Alexandre, en gros, a 21 ans, il est encore étudiant, il en a pour 3 ans, il vit chez ses parents. Il a pas beaucoup de budget pour démarrer. Il prévoit de travailler 1 heure par jour toute la semaine et un peu plus le week-end pour se lancer. Alors il aime pas trop le dropshipping, mais il aimerait lancer sa boutique, etc. Penses-tu que c'est envisageable en sachant que j'ai un budget d'environ 200 euros? Penses-tu que cette... Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il aimerait se payer entre 8000 et 15 000 euros par an. Penses-tu que cet objectif est réalisable? Merci pour ton partage, etc. etc. Alors, sincèrement, Alexandre, alors je suis pas le style de gars à décourager les gens, bien au contraire. Moi, j'ai démarré avec pas grand-chose en termes de budget. J'ai démarré à une époque où le e-commerce démarrait, on va dire. Voilà, j'ai démarré en même temps que lui. Il n'y avait pas des gros faiseurs. Il y avait quelques e-commerçants, mais c'était pas la folie d'aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire, oui, ça va être compliqué. Oui, tu vas galérer, mais oui, pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi tu n'arriverais pas à développer un business avec 0 euros? C'est pas parce qu'on est en 2018 que rien n'est réalisable. Par contre, et c'est là que je dis par contre, c'est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tu vas te battre contre des gens qui sont là depuis pas mal d'années. Tu vas te battre contre des gens qui ont des budgets, qui ont des gros budgets. Donc il va falloir que tu sois malin. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. C'est tout à fait possible de partir de rien, mais il va falloir que tu sois malin. Il va falloir que tu emploies des techniques qui ne te coûtent pas de l'argent. Aujourd'hui, bon, alors il y a le SEO, tu sais, il y a le SEO, tu peux ramener du trafic, c'est du trafic gratuit, mais il va falloir quand même que tu travailles ton référencement naturel. Après, aujourd'hui, il existe les réseaux sociaux. Moi, à mon époque, au démarrage, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu as 21 ans, tu dois être de cette génération de réseaux sociaux où tu vas pouvoir créer le buzz, que tu vas pouvoir faire des groupes d'amis, etc. Et moi, j'ai envie de te dire que oui, tout est réalisable, mais il va falloir que tu bosses. Quand tu me dis que tu comptes bosser 1 heure par jour, là, par contre, je suis désolé,
ça va être un peu léger, 1 heure par jour. Ouais, 1 heure par jour, ça va être léger. Il va falloir au moins que tu comptes 2 heures, voire presque 3 heures par jour pour faire décoller ton business. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on... Et là, je fais une parenthèse, mais quand on lance un business, quand on est entrepreneur, ton business, il est en permanence dans ta tête, quoi. Donc, tu es en plein dans tes études, il va falloir que tu retiennes des choses pendant tes cours, il va falloir que tu fasses certainement, tu as des devoirs, etc. Et à côté de ça, il va y avoir un business qui va te ronger le cerveau. Et je pense qu'il va arriver un moment où tu vas galérer, en fait. Tu vas donner la priorité sur une chose et pas une autre. Donc 21 ans, je sais pas ce que tu me parles pas de tes études là, je sais pas ce que tu veux faire, je lis, non. 21 ans, moi je pense que si ton business il va commencer à marcher, tu vas plus te focaliser sur ton business que sur tes études. Mais sans vouloir m'éparpiller. Et je prends ton exemple pour les autres étudiants qui regardent un petit peu la chaîne. Faut pas croire là ce qu'on dit là, fait bon... J'ai pas envie de refaire encore le truc des vendeurs de rêves, etc. Mais l'argent facile sur Internet, c'est pas, ça existe. Ça existe pas en fait. C'est pas en travaillant 1 heure par jour que tu vas te retrouver avec un salaire de 1000 euros par mois. Alors bien sûr, il y aura toujours une personne qui te dira le contraire. Mais il faut taffer quoi. Et en plus de taffer, d'être productif, c'est ça que je veux te dire. D'être productif. Tu peux être productif pendant 1 heure, mais il faut que ton business... C'est en permanence qui travaille. Moi, je sais que depuis que j'ai la chaîne, alors moi, j'arrive à faire la part des choses, on va dire, et encore, des fois, c'est difficile. Moi, j'ai mon e-commerce, et à côté de ça, j'ai la chaîne, je crée du contenu. Et je me rends compte d'un truc, c'est que je fais du travail productif pour la chaîne, on va dire 2 à 3 heures par jour. Ça dépend les jours, et ça dépend, bref. Par contre, des idées pour la chaîne, j'en ai quasiment en permanence. Des fois, je me lève, ping, je me dis, oh putain, ça c'est une bonne idée de vidéo, clic, je m'envoie un mail et je le note, etc. Et en fait, c'est en permanence. Donc, ce que je veux te dire, c'est que oui, c'est réalisable. Oui, tu peux démarrer avec peu de budget. Il en faut un petit peu quand même pour démarrer, ne serait-ce pour avoir un hébergement, pour créer un site, etc. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est 1 heure par jour, ça suffit pas. Voilà. Il faut que tu débloques un peu plus d'heures. Donc après, comme je te dis, tu risques falloir faire un choix entre tes études ou ta boutique. Je pense pas que tu peux mener à bien ta boutique, tes études et ta boutique en parallèle, faire exploser ta boutique et avoir des super bons résultats à l'école. Voilà. Maintenant, si pour toi, la boutique, c'est la boutique en ligne que tu veux créer, c'est justement un échappatoire pour l'école, ben pourquoi pas essayer de le faire marcher. Si tu vois que ça marche, ben peut-être tu auras une excuse à donner à tes parents pour pouvoir arrêter tes études. Je suis pas en train de te dire d'arrêter tes études. Je suis pas tes parents. Je suis pas quelqu'un. Je veux pas foutre la merde dans l'éducation de tes parents. Moi, ce que je sais, c'est que l'école, il arrive un moment. Ça dépend ce que tu veux faire. Hein, si tu veux être ingénieur ou quoi que ce soit, ou docteur, il faut aller à l'école. Maintenant, si tu veux être entrepreneur, la meilleure des écoles, c'est le terrain. Voilà. Et moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 18 ans. Je suis passé par l'usine. Parce que c'est vrai, j'en parle rarement là. Je dis toujours que j'ai été graphiste. Je dis toujours oui, mais j'ai démarré en tant que graphiste. Mais pas du tout en fait. Moi j'ai arrêté mes études à 17 ans, je crois, 17-18 ans. Je suis allé à l'usine, j'avais un BEP plasturgie, donc je réglais des machines. Dans les usines, je travaillais la nuit, enfin bon bref, c'était un bordel. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2. Je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout ma vocation. Et j'ai fait une formation de 6 mois autour du graphisme et je me suis fait au fur et à mesure. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que si j'avais fait des études de graphiste, ça aurait pu me prendre peut-être 3, 4, 5 ans. Hein. J'ai des potes à moi qui étaient dans des écoles de graphisme et qui ont bossé pendant plus de 5 ans. Enfin bon, je me rappelle plus exactement, mais tu comprends le concept. Et moi, en 6 mois, j'ai fait une formation, je me suis formé, comme un dingue, j'achetais des livres. Tous les soirs, je rentrais, je me mettais sur l'ordinateur. Je me suis fait une formation accélérée de graphiste en 6 mois. Alors je dis pas, j'avais quand même des bases, hein, j'adorais dessiner depuis que j'étais plus jeune, depuis que j'étais jeune. J'ai le petit truc, je pense avoir le petit truc du graphiste. Mais par contre, je me suis fait une formation accélérée en 6 mois. Pour moi, ça a quasiment été l'équivalent de 5 ans d'école. Et en plus de ça, je suis allé sur le terrain directement. J'ai travaillé dans une société. Et en fait, là où tu te rends compte, c'est quand tu travailles vraiment. Voilà. J'ai vraiment appris le métier de graphiste
dans la boîte qui m'a embauché. Plus mon métier de prestataire en parallèle. Voilà, je me suis complètement échappé de la question. Mais Alexandre, voilà, il va falloir que tu bosses, quoi. Oui, tu peux, avec peu de moyens, monter un business, mais il va falloir que tu bosses plus. Voilà. Allez, j'enchaîne. Alors, une question de Sarah. Alors, je pense que Wix... Est-ce que tu penses que Wix... Ah non, pardon. J'aimerais savoir quelle est la différence entre PrestaShop et le site dont on parle beaucoup en ce moment, qui est Wix. Comment s'y prendre pour avoir les paiements sécurisés sur notre site e-commerce? Alors, je vais répondre à la première question. La différence entre PrestaShop et Wix. Wix, c'est très bien si tu veux tester un petit marché rapidement. Je connais pas la solution Wix, mais bon, de ce que j'en ai vu, c'est un WooCommerce amélioré en mode locatif. Pour moi, Wix, c'est une plateforme, une solution e-commerce qui va te permettre de créer un site très rapidement. Alors, je crois que c'est payant, mais à partir d'un certain niveau. Donc, bref. Si tu as envie de te faire un petit peu les mains avec Wix pour avoir une approche de l'informatique et pour pouvoir tester ton business en ligne, pourquoi pas? La différence entre Wix et PrestaShop, c'est que PrestaShop, ça va être beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus performant, beaucoup plus précis. Par contre, ça va être beaucoup plus chiant à mettre en place. Je préfère être franc avec toi. On n'est pas sur du Wix où tu vas te créer un compte et importer tes produits directement. Par contre, la différence qu'il y a entre Wix et PrestaShop, c'est que PrestaShop, tu vas pouvoir créer une fiche produit hyper détaillée. Tu vas pouvoir vraiment personnaliser ta boutique en ligne comme tu le souhaites en fonction de ta thématique, etc. J'ai créé une formation d'ailleurs pour vous accompagner à installer PrestaShop sur un hébergeur et à modifier un thème de PrestaShop. Je vous mettrai les liens en description. Pour moi, PrestaShop, c'est quand tu veux commencer à faire du business, du bon business. Si vraiment, et peut-être que je vais en décevoir quelques-uns, mais si tu veux tester un marché, peut-être que PrestaShop n'est pas fait pour toi. Et je vais détailler avec ça parce que je suis tout le temps en train de vous dire que PrestaShop c'est bien. Donc pourquoi je dis ça? Si tu n'as aucune approche informatique, si tu n'as aucune approche du business en ligne, si tu connais pas tes produits, etc., pourquoi pas tester une solution locative comme Wix ou comme Shopify, etc. Pourquoi pas? Maintenant, si tu veux commencer à faire du business sur du long terme, si tu veux commencer à faire du référencement naturel, si tu veux avoir une solution qui est, je veux pas dire stable, parce que stable, les autres solutions le sont aussi, mais une solution pro, voilà. Pour moi, une solution pro, il faut que tu tapes dans du PrestaShop. Donc on va dire que PrestaShop c'est la solution intermédiaire. La solution e-commerce débutant, ça peut être du Wix, du Shopify et tous les autres qui vous louent une solution avec peu de frais. Voilà. Comment s'y prendre pour avoir les paiements sécurisés? Il faut regarder un petit peu les notices de Wix, il doit y avoir des facs. Pour PrestaShop, tu peux acheter des... Alors ça dépend si tu installes PayPal par exemple. PayPal te donne un module gratuit. Maintenant, si tu veux installer un système qui est relié à ta banque, qui est un petit peu plus complexe, il y a des modules qui existent. Alors, moi, le dernier que j'ai installé, je crois qu'il nous a coûté 60 €, mais ça peut aller jusqu'à 200 €. Voilà, il y a un module que tu achètes un module, tu es avec ta banque va te donner un numéro que tu vas intégrer dans ce module, et on va dire que dans 90% des cas, ça marche instantanément. C'est la magie des modules et de PrestaShop. Voilà. Voilà ça, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, on attaque la prochaine question. Question de Charlène. Alors, Charlène m'a envoyé un email. Ça fait quelques fois qu'on échange avec Charlène. Et Charlène a créé une boutique sur PrestaShop avec une thématique hyper sympa. Donc, je tairai le nom. Vous savez, j'aime pas trop donner vos thématiques en direct. Si vous me donnez l'autorisation, je peux en parler ouvertement. Mais bon, je sais que quand on a trouvé sa thématique, on n'aime pas trop le dire à haute voix. Donc voilà, je tais sa thématique. Mais par contre, elle a fait un super site avec une super thématique. Une vraie thématique, quoi. On n'est pas dans des produits éphémères, des produits à la mode, etc. Vraiment, il y a un univers autour de son site. Et elle me demande, merci à toi de prendre le temps de me répondre, etc. Je suis en train de travailler sur le trafic de mon site en créant une communauté sur Facebook et Instagram. En parallèle, j'ai commencé le SEO et essayé de m'initier aux campagnes AdWords. J'ai également commencé à faire des ventes via Amazon. Malgré tout, aujourd'hui, je suis un peu inquiète. Comment arriver, malgré tout ça, à générer du trafic sur mon site?
Je n'en suis pour le moment qu'à une dizaine, etc. etc. Est-ce normal que je fasse que quelques ventes après des mois, malgré tout ce que je mets en place? Et elle dit qu'elle a une dizaine de visiteurs par jour. Ben, en fait, attends, plein d'interrogations. Ok. Donc en fait, Charlène me demande, est-ce que c'est normal de faire que quelques ventes alors que j'ai entre 10 et 20 visiteurs par jour? Ben oui, Charlène, c'est complètement normal. Moi, j'ai un ratio qui dit que pour 100 visites, on fait une vente. En fait, moi, on dit souvent que le taux de conversion sur Internet, c'est 2%. Moi, je trouve que 2%, c'est énorme. 2%, c'est Amazon. Quoique, je crois qu'Amazon est au-dessus des 2% de taux de conversion. Mais on va dire que 1% de taux de conversion, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 100 visiteurs, il y a un visiteur qui achète. Donc là, Charlène, si toi, tu as entre 10 et 20 visiteurs par jour, effectivement, tu n'auras pas beaucoup de commandes. Donc, il va falloir que tu élargisses ton trafic. Par contre, là, comme j'ai pu te lire, je suis en train de travailler Facebook, je fais du SEO, etc., les campagnes AdWords, etc. Là, j'en reviens un petit peu à la réponse que j'ai fait à Alexandre qui me disait qu'il voulait travailler 1 heure par jour sur son site e-commerce et générer des ventes. Là, j'en reviens à toi aussi. Je suppose que tu as des journées de 8, 10, 12 heures, allez, max, tassées. Et faire autant de choses en si peu de temps, j'ai peur que tu te brûles un petit peu les ailes à vouloir tout faire. Moi, ce que je t'encourage à faire, et vous allez encore... je suis sûr que vous allez vous dire, putain, mais il se répète, ce mec, il est tout le temps en train de dire la même chose. Il faut d'abord, en priorité, que tu travailles ton trafic chaud. Le trafic chaud et pas le trafic froid. Le trafic froid pour moi c'est Facebook. Le trafic chaud c'est la personne qui a une intention d'achat, qui va aller chercher sur Google le produit ou qui va faire une recherche. Enfin, vous m'avez compris, sur Google Shopping. Voilà. Pardon, je me suis mal exprimé. Qui va faire une requête, admettons, il faut que je prenne une thématique pour vous expliquer, qui va écrire cerf-volant sur Google. Donc si tu apparais dans le référencement naturel dans les résultats, ben là tu as travaillé ton SEO, ton trafic chaud, mais tu peux aussi, à travers la publicité de Google Shopping, répondre à cette attente. Vous savez, Google Shopping, c'est le comparateur de prix de Google. Donc moi, je me focaliserai vraiment sur le trafic chaud. Le trafic chaud, on va dire que c'est un trafic qui a envie d'acheter. Alors que Facebook, tu vas peut-être créer une communauté autour de Facebook, mais il va falloir que tu chauffes ton audience. Donc tu pars d'un trafic froid, tu chauffes l'audience, une fois qu'elle est chaude, après derrière tu vas essayer de la recontacter, et derrière tu vas peut-être convertir. Donc tu as un double travail. Alors que si tu réponds directement à une attente, tu vas avoir des ventes, tu vas avoir plus de ventes. On va dire, et là je fais un gros raccourci, et c'est pas des chiffres vrais, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. On va dire que sur du trafic chaud, vous allez convertir 100 visiteurs, une vente. Sur du trafic froid, vous allez faire 100 visites, vous allez faire 200 visiteurs, vous allez faire une vente. C'est des chiffres à la volée, hein, mais pour vous montrer que c'est 2 fois plus compliqué de faire des ventes à travers du trafic froid. Donc pour en revenir à toi, Charlène, moi, c'est tout à fait normal que tu fasses si peu de ventes avec si peu de trafic. Et moi, à ta place, je me refocaliserai sur quelque chose de là où on a le meilleur taux de conversion. Donc Google SEO. Et si tu veux un petit peu plus de vitesse, il faut que tu travailles, que tu investis dans la publicité de Google Shopping. Maintenant, si tu as vraiment zéro moyen, si tu as vraiment zéro budget, ben oui, mets-toi sur Facebook et Instagram et essaye de créer une communauté. Mais bon, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc voilà, écoute, j'espère, Charlène, avoir répondu à ta question. D'ailleurs, j'en ai parlé sur la dernière vidéo, mais je suis en train de créer une formation sur Google Shopping. Elle devra arriver dans pas longtemps. Là. Voilà, j'ai déjà commencé, en fait, j'ai commencé à faire le cahier, on va dire la trame, et après il faut que je tourne les vidéos, mais le plus gros est fait. Voilà, comme ça au moins je pourrais vous accompagner sur ce trafic qui est le canal, le meilleur des canaux actuels. Voilà, Google Shopping, c'est juste de la balle, c'est hyper simple. Enfin, pour moi, je trouve que c'est hyper simple à faire. Vous créer une campagne Google Shopping, c'est pas très compliqué. Et en plus de ça, pour gérer les enchères, c'est pas si compliqué. Si vous connaissez votre business, que vous connaissez vos produits, je vous assure que c'est pas si compliqué, mais on aura le temps d'en reparler. Voilà, Charlène, j'espère avoir répondu à ta question. Je sais pas combien on est. 20 minutes. Ah oui, on est à 20 minutes. Ça fait un petit peu beaucoup. Je vais essayer de répondre vite à une dernière question.
Alors, une question de Yann. Bonjour, je vous prie de m'excuser, mais je trouve pas les réponses à ma question. Un membre de ma famille a un magasin. Ah ouais, elle est intéressante. Un membre de ma famille a un magasin et veut développer son activité avec un site e-commerce. Seulement, ce sera du consommable. Bon, ok. Donc, quel mode de livraison peut-on choisir pour être rentable? FBA, logisticien ou manuel? Merci, etc., etc. Donc, cette question, je l'aime bien. Je l'aime bien pourquoi? Parce que la personne a un magasin. Donc, elle a le stock sur place. Elle a des temps creux, parce que quand on est dans un magasin, on n'est pas full toute la journée. Il y a des temps creux, il y a des temps où les gens mangent, il y a des temps... Et après, il y a des temps forts. Il y a le rush qui commence à 6 h, qui fait jusqu'à la fermeture, ou entre midi et 2, justement, où les gens ne travaillent pas. Et donc, moi, je me dis, tu as un magasin, tu as des temps creux, ben, clairement, fais tes colis toi. Yann, je te conseille de dire à ce membre de ta famille de tout faire lui en interne. Il a le magasin, il a le stock sur place, il a du temps, il a des temps creux. Pendant ces temps creux, il s'occupe de ses commandes, il répond aux questions, il expédie, etc. Donc moi, je m'emmerderai pas avec un logisticien parce qu'un logisticien, ça va avoir des coûts. Amazon FBA, ça encore, c'est un autre sujet. J'ai dit que je faisais court, mais je vais quand même ouvrir la parenthèse. Quand vous avez du stock chez Amazon, je suis pas un expert en Amazon, mais bon, je connais un petit peu le sujet. Quand vous avez votre stock chez Amazon, Amazon passe votre stock en prime, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va mettre en avant votre produit. Si vous êtes revendeur Amazon, que vous avez votre stock vous, Amazon ne gère pas réellement le temps de livraison. Alors que si c'est eux qui gèrent le temps de livraison, ils savent qu'ils vont être rapides, donc du coup ils vont vous mettre en avant. C'est un gros raccourci, mais en gros c'est ça. Donc, le fait d'être chez Amazon FBA, ça va peut-être vous coûter plus cher, mais du coup, tu feras peut-être plus de ventes. Donc, Amazon FBA, c'est encore un autre sujet. Mais moi, sincèrement, dans un premier temps, je me ferai la main, j'expédierai moi-même et je verrai un petit peu le business, ce que donne ce business-là en ligne. Parce qu'il ne faut pas croire que de travailler avec un logisticien, c'est simple, on claque des doigts et tout se fait tout seul. Non, 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 non. Ça a des coûts parce qu'il faut relier les stocks avec vous. Il y a des... Enfin bon, bref, il y a des remontées de commandes, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc moi, dans un premier temps, qu'ils fassent le test, qu'ils se mettent sur Amazon, mais pas FBA, qui vendent ses produits sur Amazon, qui voient ce que ça donne. Et après, une fois qu'il aura un vrai recul, ben, il pourra, pourquoi pas, se tenter à un logisticien et étendre tout ça à Amazon FBA. Voilà, j'espère, Yann, avoir répondu à ta question. On a fait un beau score à 23 minutes. Pour une FAQ, c'est pas mal. Voilà, ben j'espère que ces réponses vous apportent un petit peu d'aide. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En fait, comment je récolte les questions que vous me posez? Je les récolte soit par mail, soit dans les commentaires que vous faites sur les vidéos. Donc allez-y, commentez en dessous. Commentez en dessous des vidéos si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.